Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, nous avons notre expérience de Young avec un flux d'électrons et nous avons une lampe qui peut être infrarouge, rouge, infrarouge, onde radio, très puissante et notre cycle avec des impacts. Alors, allons-y. Diminuons doucement la fréquence de notre source lumineuse. Alors que se passe-t-il? Au début, rien de spectaculaire. Les flashs deviennent de plus en plus rouges et la courbe en cloche, due aux électrons perturbés, persiste. Continuons et la réussite semble être au bout du chemin. Au bout d'un moment, typiquement dans les infrarouges, ou un peu plus, vers les ondes, ce qu'on appelle les ondes THz, la courbe commence à montrer des signes de changement. Au bout d'un moment, on perçoit qu'on a déjà une légère ondulation qui apparaît dans la courbe en cloche. On perçoit une très légère variation de la courbe qui est le signe que des interférences commencent à apparaître. Mais là, quelque chose de terrible se produit. Alors que les flashs devenaient de plus en plus rouges, ça c'est pas gênant, nous constatons que les flashs deviennent également de plus en plus flous, de plus en plus grands. Et arrivé à ce stade, on a un flash qui est comme ça. Voilà que lorsque l'électron passe par un des trous et déclenche le petit flash, nous n'arrivons plus clairement à voir par quel trou il est passé, parce que le flash est trop flou, trop large. Et nous avons encore oublié quelque chose d'important. Parce que si la lumière se comporte peut-être comme des corpuscules, les photons, nous avons mis en évidence avec les photoélectriques, mais aussi ici, mais la lumière se comporte aussi comme une onde. On a oublié ça. Exactement comme nos électrons. Lorsque l'on fait varier la fréquence de la lumière, on provoque aussi une variation de la longueur d'onde. Ainsi, en diminuant la fréquence, nous augmentons la longueur d'onde. Or, pour pouvoir déterminer la localisation précise du flash, nous devons pouvoir localiser l'onde qui est émise. Une onde étant répartie sur une grande surface, nous avons besoin de quelques bosses de l'onde pour localiser sa présence. L'optique précise, elle précise même que l'on peut espérer une précision d'une demi-longueur d'onde, une bosse ou un creux, mais pas au-delà. En fait, c'est typiquement un phénomène de diffraction. Si on essaye de localiser trop précisément l'onde avec un petit trou ou avec un petit obstacle, ici notre électron, avec un obstacle trop petit par rapport à la longueur d'onde, alors l'onde se disperse. On a ça avec le flash avec l'électron, tant mieux, c'est ce qu'on voulait, mais le flash finit par correspondre à une taille beaucoup plus grande que notre petit électron, carrément la distance entre les fentes. C'est un principe qui est d'ailleurs connu dans l'utilisation des microscopes ou des télescopes. On sait qu'on ne peut pas observer des détails plus fins qu'une demi-longueur d'onde et c'est donc la précision est donc limitée par cela. Ainsi, avec les télescopes, on les construit très grands, des grands miroirs, des grands radiotélescopes. C'est essentiellement pour capter assez de lumière ou d'ondes radio. Mais la précision elle-même est limitée par la longueur d'onde. Lorsque la longueur d'onde devient trop grande, plus grande que la séparation des deux fentes dans l'expérience, le flash de l'onde émis par l'interaction avec l'électron-lumière
devient trop imprécis pour pouvoir localiser précisément ce flash. L'onde correspondante se traduit par des bosses aussi grandes que la séparation des fentes. Et aucun espoir de dire de quelle fente provient l'onde émise. C'est le même souci d'ailleurs que pour un paquet d'ondes. Quand on a un paquet d'ondes, pour pouvoir dire quelle est sa largeur exactement, il faut au moins quelques ondulations. Si on a juste ça, allez dire où est le paquet d'ondes. Et de même, ici, il faut au moins quelques longueurs d'onde pour pouvoir dire quelle est la séparation entre les deux fentes grâce au flash. Et le constat, c'est que la figure d'interférence commence à réapparaître exactement au moment où la longueur d'onde devient trop grande pour localiser les électrons. Alors de toute évidence, il y a là un effet pervers qui nous empêche de comprendre ce qui se passe. Les propriétés ondulatoires et corpusculaires des électrons et des photons semblent se donner la main, conspirer pour donner ce résultat. Toutefois, plutôt que de qualifier cela de conspiration, même peut-être de coïncidence, en se disant « Oh ben zut, alors c'est pas de chance, c'est juste quand je commence à voir les interférences que j'arrive plus à localiser à cause de la longueur d'onde des photons. » En fait, il faut plutôt voir ça, il faut plutôt admettre que cela montre une très belle unité, une belle harmonie dans la nature de ces deux particules. La nature de ces deux particules, à la fois onde et corpuscule, ou l'un ou l'autre, et qui le font main dans la main, de la même manière. Et cela, au moins, est un résultat fort instructif en soi. Le photon et l'électron ne sont pas si différents, à part leur masse et leur charge électrique, bien entendu, mais au moins pour ce qui est des comportements en tant qu'onde ou corpuscule, ou en tant que chose quantique, ils sont vraiment des frères. Nous avons beaucoup progressé, même si pas mal de choses mystérieuses subsistent, et grâce à tout cela, nous allons pouvoir continuer dans la vidéo prochaine, la prochaine vidéo, nous allons pouvoir continuer l'analyse de ces résultats. Je vous remercie.